La nuit d'Halloween, il était environ minuit. Les enfants du quartier avaient déjà regagné leurs homes, et les bruits de la soirée, les rires, les cris, les chansons, commençaient à se tuer. La maison, silencieuse et sombre, n'était éclairée que par la lumière orange du feu de cheminée qui brûlait dans la cheminée du salon. Ma cousine puis et moi étions assis dans le salon, les yeux fixés sur la télévision qui diffusait des films d'horreur pour l'occasion. Mais je n'étais pas vraiment concentrée sur l'écran. Je pensais à ma petite cousine, qui avait laissé sa poupée préférée, une créature détestable avec des yeux qui bougeaient, allongée sur le sol du salon. Soudain, un bruit étrange se fit entendre. C'était comme si quelqu'un grattait contre la fenêtre. Je me suis retournée vers Q, qui me regardait avec des yeux égarés. « Avez-vous entendu ça ?» lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête, disant qu'elle pensait que c'était juste la cassette de nos voisins, toujours en train de jouer leur son d'effets spéciaux de Halloween. Mais je savais que ce n'était pas ça. Le bruit s'est répété, plus fort cette fois. C'était comme si quelqu'un essayait de dire quelque chose. J'ai bondi du canapé et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Mais il n'y avait personne en dehors. Rien que la nuit, noire et silencieuse, qui nous enveloppait. Tu as finalement levé les yeux de son ordinateur et m'a regardé avec une expression inquiète. C'est peut-être de l'autre côté de la rue, a-t-elle dit. Mais je savais que c'était impossible. Il n'y avait personne dans la rue. Et puis, j'ai vu la poupée bouger. Ses yeux étaient ouverts, et elle était plus lourde que d'habitude. J'ai laissé tomber la poupée et tu l'as jetée à nouveau dans le sous-sol. Mais je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu. Et lorsque j'ai entendu un autre bruit sur la fenêtre, j'ai su que je devais faire quelque chose. J'ai couru à la cuisine et j'ai appelé la police. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Mais avant qu'ils n'arrivent, j'ai vu quelqu'un debout devant la fenêtre de la cuisine. Il n'avait pas regardé plus de 2 secondes, mais j'étais sûre que c'était Tom, mon ami depuis longtemps. Mais pourquoi était-il ici? Je me suis cachée dans la salle de bain, essayant de ne pas penser à ce qui se passait. Mais les coups à la porte d'entrée ne cessaient pas. C'était comme si quelqu'un essayait de me faire sortir de la maison. J'ai finalement entendu les coups s'arrêter, suivis d'un cri de la police. Mais lorsque j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que les 3 hommes étaient déjà partis. Ils étaient dans les bois, et je ne savais même pas combien il y en avait. Je suis sortie de la salle de bain, prêt à affronter ce qui se passait. Mais lorsque j'ai vu le visage de Tom, j'ai su que je devais avoir loin de lui. Il était avec son père, un homme énorme et louche. Je me suis sentie reculer loin de lui, horrifiée. Je me suis rendu compte que Tom était un enfant perverti, et que je devais avoir loin de lui pour de bon. Je suis rentrée à la maison, essayant de ne pas penser à ce qui se passait. Mais lorsque j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai trouvé des emails étranges, envoyés par TomTom AOL. Comme. Ils étaient intitulés en majuscules, et pleins de blasphèmes et de menaces. Je me sentais intimidée, et je ne savais pas comment nous avions obtenu ces emails. Je me suis assise sur le canapé, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais avant que je ne puisse réfléchir, j'ai entendu le bruit des buissons bruissant à l'extérieur. J'ai ouvert les stores de la fenêtre, et j'ai vu le visage d'un homme énorme, le père de Tom. J'ai appelé la police, mais il était déjà parti lorsque les agents sont arrivés. Quand mon père est rentré à la maison, nous avons obtenu une ordonnance restrictive pour Tom et son père. Ils ont déménagé environ 1 mois plus tard, et j'ai emménagé dans une nouvelle maison, loin de tout ce qui s'était passé. Je ne suis jamais revenue dans cette maison. Je ne veux jamais y revenir. C'était un endroit où les choses inquiétantes et étranges se passaient, et je suis heureux de l'avoir oublié. J'ai passé quelques mois à vivre seule dans un appartement, mais je cherchais un colocataire pour partager les frais et les moments de détente. Je me suis finalement résolue à accepter l'offre de mon copain du travail. Il a emménagé dans l'une des 2 chambres de notre appartement. Cependant, il a décidé qu'il voulait avoir son propre espace,
Alors il a déménagé ses affaires dans le bureau situé dans le garage. Au début, je pensais que c'était une configuration plutôt cool, mais je commencerais à me rendre compte que les choses ne allaient pas tout à fait comme prévu. Mon colocataire et moi avions des horaires différents, et je laissais souvent la maison déverrouillée pour lui. Un soir, je suis allée dîner chez ma copine. En rentrant, j'ai décidé de prendre un pack de 6 bières que j'avais acheté la nuit précédente. Mais, à ma surprise, ma bière avait disparu. Je suppose que mon colocataire avait bu ma bière sans demander, mais je me sentais frustrée et en colère. Je me suis précipitée dans le garage et j'ai claqué la porte de sa chambre, où il dormait. Il s'est retourné et m'a dit qu'il n'avait pas touché à ma bière, mais je n'y croyais pas. J'avais l'impression qu'il disait la vérité, mais je me sentais tellement frustrée que je n'y pensais plus. Pourtant, il y avait autre chose qui ne se passait pas comme prévu. Mon ordinateur portable, qui valait 22 000 $, avait disparu. Mon colocataire et moi avons commencé à paniquer et avons cherché partout pour le retrouver. Nous avons abandonné notre recherche pour fouiller la cour et trouver le voleur. Mais, malheureusement, nous n'avions pas réussi à trouver personne. C'est à ce moment-là que nous avons appris qu'une femme vivait dans la suite d'appartements construite quelques années après la construction de la maison. Elle était mourante et avait été prise en charge par ma tante et mon oncle, qui l'avaient aidée pendant sa maladie. Mais, après sa mort, ils avaient loué la suite à une femme inconnue, qui semblait être toxicomane. Nous avions entendu des bruits étranges de son côté de la maison à toutes les heures de la nuit, et nous nous inquiétions pour sa santé. Mais, revenons à l'histoire de l'ordinateur portable. Nous avons trouvé des empreintes de pas dans la neige qui menaient à la suite de la femme. Nous avons frappé à sa porte et avons demandé qu'elle sorte. Mais, malgré cela, les policiers sont arrivés et ont pris toutes nos informations. Ils ont vérifié les noms dans leur cruiser et nous ont informé que l'homme avait un mandat dans une autre province et avait été reconnu coupable d'introduction par effraction il y a plusieurs années. Cependant, comme le mandat provenait de l'extérieur de la province, les policiers ne pouvaient rien y faire. Le lendemain matin, j'ai demandé à mon colocataire ce qui était si important à 3 heures du matin pour qu'il essaie d'entrer dans ma chambre. Il m'a dit qu'il avait dormi toute la nuit et qu'il ne s'était même pas levé pour aller aux toilettes. Mon cœur se serrait, car je me sentais en danger. Mais, malgré cela, j'ai décidé de continuer à vivre avec mon colocataire. Cependant, quelques semaines plus tard, il a fallu que nous déménagions pour des raisons personnelles. Nous avons emménagé dans une nouvelle maison, mais je me sentais toujours inquiet. Un soir, nous avons organisé une grande fête pour le 21e anniversaire de mon colocataire. Il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas, et il y avait une atmosphère de fête très animée. Mais, malgré tout, j'ai remarqué un homme plus âgé qui se démarquait. Il était assis dans un coin de la pièce, regardant tout le monde boire et danser. J'ai pensé qu'il était peut-être le père ou l'oncle de quelqu'un, mais il n'y avait personne qui semblait le connaître. Lorsque les derniers invités furent partis, nous sommes retournés dans le salon et avons vu que l'homme était toujours là. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, et je me sentais en danger. Mon colocataire et moi avons décidé d'attendre que la plupart des invités soient partis, pensant que peut-être ils partiraient également. Mais, quelques heures plus tard, je me suis réveillée et j'ai remarqué que la porte coulissante du placard en face du canapé avait été légèrement ouverte. Je me suis sentie sous le choc et j'ai commencé à planifier mon évasion. Je pouvais sauter par-dessus le canapé et atterrir juste à côté. Mais, juste avant de courir, j'ai vu la porte du placard s'ouvrir un peu plus et j'ai vu quelqu'un me regarder. Je me suis enfuie, mais mon colocataire et mes amis m'ont regardé comme si j'étais folle. Nous avons appelé la police, mais l'homme n'a jamais été retrouvé. Il est simplement parti par la porte arrière. Plus tard, je suis allée travailler dans un magasin TJ Maxx local pour un peu d'argent supplémentaire. Mais, un soir, je me souviens avoir entendu une voiture s'arrêter derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu une femme avec sa fille adolescente sur le siège passager. Elle m'a demandé si je pouvais leur emprunter 10 $ pour l'essence. Mais,
Après avoir dit non, elle m'a demandé si je pouvais monter dans la voiture avec eux et aller à la station-service. J'ai refusé, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la fille me regardait tout le temps et se léchait les lèvres et se faisait des anneaux de doigts. J'ai eu peur et j'ai fui. Je me souviens de cette nuit-là comme si c'était hier. J'ai toujours peur que quelque chose de grave se produise à nouveau. Mais, pour l'instant, je suis en sécurité et j'essaie de ne pas y penser trop souvent. La nuit était noire et sombre, comme si elle-même se cachait derrière les murs de l'immeuble de bureau. Je travaillais seule, le quart de nuit, dans un silence oppressant. Les lumières éteintes, les ordinateurs éteints, il n'y avait que moi et les bruits de la nuit qui me donnaient compagnie. Je me sentais comme un fantôme errant dans ce bâtiment vide, parcourant les corridors sans bruit, comme si je ne voulais pas troubler l'atmosphère lourde de secrets. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que je ne suis pas seule. J'ai entendu un bruit de fissure dans les murs, mais je ne me suis pas inquiétée. J'ai repris ma frappe sur le clavier, fermant les yeux pour me concentrer sur mon travail. Puis, le bruit est revenu. Un ordinateur qui s'allumait, un écran qui clignotait dans le noir. J'ai regardé à travers la pièce, mais il n'y avait personne. J'ai demandé si quelqu'un était là, espérant obtenir une réponse de mon collègue. Mais au lieu de cela, j'ai vu l'écran s'éteindre, et il n'y avait plus que l'obscurité. Je me suis senti nerveux, je me suis assis et j'ai éteint la lumière et l'écran de mon ordinateur. Je me suis accroupi et j'ai regardé autour de moi, attendant que quelque chose se produise. Mais il n'y avait rien. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la sortie, descendant les escaliers avec prudence. C'est là que j'ai vu l'homme. Il était accroupi derrière une plante, vêtu tout en noir. J'ai senti mon cœur se serrer. Il ne semblait pas savoir que j'avais vu, mais je me suis retournée et j'ai ouvert la porte de l'escalier, descendant les étages avec rapidité. J'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi, suivie de pas frénétiques et résonnants. J'ai dévalé les escaliers, courant comme si ma vie dépendait de cela. Je suis sortie dans la nuit, sans regarder en arrière. J'ai appelé la police et mon patron, mais personne ne savait qui était l'homme. Les policiers ont scanné l'endroit de haut en bas, mais il n'y avait personne. Je ne pouvais pas les aider avec une autre description que l'homme en noir. Mais cela n'était pas la fin. Je suis retournée à mon travail, mais je n'étais plus à l'aise. Je me sentais surveillée, comme si des yeux me regardaient de tous les côtés. J'ai continué à travailler le quart de nuit, mais je n'étais plus seule. Il était 4 heures du matin le samedi soir, et je me suis réveillée avec des gargouillements d'estomac. J'ai été dans la cuisine pour faire un sandwich, mais j'ai remarqué que le placard était ouvert. J'ai vérifié la maison, mais il n'y avait personne. Mais lorsque je suis descendue au bureau, la porte arrière était grande ouverte. J'ai vu l'homme assis sur une chaise du patio, il avait l'air sale, presque sans abri. Il s'est levé lentement, et je me suis sentie prise au dépourvu. J'ai essayé de rester calme, mais il s'est soudainement jeté sur moi. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée, mais il était déjà parti. J'ai appelé la police, mais ils ne sont jamais arrivés. C'est là que les choses ont commencé à se produire de manière étrange. Mon téléphone s'est mis à sonner à 4 heures du matin, et je me suis réveillée avec mon réveil qui sonnait. Mais il faisait encore nuit. J'ai vérifié mon vrai réveil, il était 4 heures du matin. J'ai pensé que c'était une erreur, mais cela est devenu un rituel quotidien. Mon téléphone sonnait à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, à 1 heure du matin. J'ai pris peur, je me suis sentie comme si quelqu'un me surveillait, comme si mon téléphone était une arme. Je me suis mis un mot de passe sur mon téléphone, et je l'ai caché, mais cela n'a pas changé grand-chose. Les alarmes ont continué à sonner, et je me sentais comme si je vivais dans un cauchemar. J'ai finalement compris que quelqu'un était responsable de cela, et j'ai pris la décision de prendre des mesures. J'ai laissé mon téléphone éteint pendant un jour, et la nuit suivante, j'ai utilisé mon vrai réveil comme alarme. Mais lorsque je me suis réveillée, mon téléphone était éteint, et le son de l'alarme était différent.
C'était un cri déformé. J'ai tendu la main sous mon lit pour trouver le chargeur, mais il manquait. Et puis, j'ai compris que les 4 titres d'alarme formaient une phrase, « Il est temps de sortir ». J'ai essayé de retirer mon bras, mais c'était trop tard. J'ai senti une main attraper mon bras et serrer fort. J'ai crié, et j'ai entendu la porte de la chambre de mes parents s'ouvrir. Mon père a entraîné l'homme sous mon lit, l'assommant avec sa batte de baseball. C'est là que j'ai appris qu'il était un délinquant sexuel enregistré, qui avait été arrêté 10 fois. Il était extrêmement perturbé et prenait clairement du plaisir à s'en prendre à ses victimes et à les effrayer. Je me sens comme si j'ai vécu une expérience horrifique, mais ce qui me fait le plus peur, c'est que l'homme a pu rester dans ma maison pendant 4 jours, sans que je ne le sache. Et il y a encore autre chose. Mon ami Ty, qui habitait à proximité, a disparu un jour. J'ai retrouvé sa voiture, mais il n'y avait personne. Je suis allée chez lui, mais il n'y avait personne non plus. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Ty, mais je sais que je ne suis plus sûre de rien. La nuit était tombée sur la ville, plongeant les rues dans une pénombre qui semblait palpable. Je m'étais laissée tomber sur mon canapé, épuisée par une journée chargée. Mais le sentiment qu'il voulait être laissé tranquille ne dura pas. Ma sonnerie de téléphone FaceTime s'éteignit, et je vis apparaître un visage inconnu sur l'écran. Je me suis sentie soulagée lorsqu'il m'a révélé être Ty, un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mais quelque chose ne se passait pas. Il avait l'air fatigué, las, et je me suis sentie envahie par une sensation de malaise. Je me suis penchée vers l'écran, mon cœur battant un peu plus vite. Ty avait l'air de sortir d'un rêve, et je me suis demandé ce qui se passait. Il me dit qu'il allait bien, qu'il était à la maison, mais il y avait une petite partie de lui qui me paraissait étrange. Il utilisait le téléphone de son oncle, et j'ai senti une petite pointe de méfiance dans mon ventre. Puis, il a demandé 10 000 $. J'ai éclaté de rire, mais Ty ne s'est pas moqué de moi. Il avait l'air sérieux, presque inquiet. J'ai demandé pourquoi il avait besoin de tant d'argent, et il y a eu une longue pause. Il a finalement dit qu'il devait partir, et l'appel s'est éteint. Je me suis sentie perdue, comme si je venais de tomber dans un puits sans fond. J'ai pensé que j'irais aller le voir le lendemain matin, pour parler de tout cela et essayer de comprendre ce qui se passait. Mais lorsque j'ai sonné à la porte de Ty, il n'a pas répondu. Je me suis sentie déçue, mais j'ai continué à penser que tout cela était peut-être juste une erreur. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le soir même, j'ai reçu un autre appel FaceTime, et c'était encore Ty. Mais cette fois, il avait l'air de quelqu'un qui avait perdu le sens de la vie. Ses cheveux étaient en désordre, il avait une coupure sur le front, des poches sous les yeux. Il ne voulait rien me dire, mais il continuait à demander 10 000 $. Je me suis sentie envahie par une sensation de peur. Il a dit quelque chose qui m'a frappée comme une balle, « Allez, ne pointez pas une arme dans mon dos ». Il y avait un léger tic dans son œil gauche, comme si c'était un clin d'œil, mais l'appel s'est éteint brusquement. Je me suis souvenue de l'adresse qu'il m'avait donnée, et j'ai envoyé les flics là-bas tout de suite. Ils ont trouvé Ty au sous-sol, battu à mort et à peine vivant. Mais ils l'ont retrouvé juste à temps. Le malade qui lui avait fait ça était déjà parti, mais j'ai compris que Ty avait une petite chance de survivre. Lorsque je suis allée le voir à l'hôpital, il n'a pas voulu en parler. Mais il m'a dit que rentrait chez lui avant que tout ne devienne noir, et qu'il s'était réveillé dans un sous-sol sombre. Je me suis demandé ce qui s'était passé, et comment j'avais pu être aussi aveugle. La nuit avait été longue et sombre, et je me sentais comme si j'avais vu la mort dans les yeux.